En France, on a encore une vision de l'éducation qui est très liée aux notions d'obéissance et de pouvoir. Je suis en sécurité parce que j'entends les bruits, j'ai des odeurs qui me sécurisent, le contact me sécurise. Tu viens jouer avec moi ? Ça remet en cause évidemment l'éducation qu'on a reçue. Voilà, alors on fait pas ces sacrifices pour toi. Donc en fait, il faut poser un autre regard sur l'enfant, si je comprends bien. Ouais, d'accord. Mais dans la pratique, moi, je suis complètement perdue. Quelles sont les préoccupations d'un enfant ? Pikachu reste à la maison avec Doudou. Mais t'as jamais le temps. Eh oh, je suis là, j'existe. La culture de la punition, c'est le terreau de la maltraitance. Nous aussi, on a des droits. Ici, sur Horizontal, nous sommes persuadés que nous devons changer notre regard sur les enfants et leur redonner la place qu'ils méritent dans la société. Oui, mais comment faire quand on a si peu de modèles de posture à hauteur d'enfants autour de nous et que nos réflexes et nos référentiels ne sont pas toujours alignés avec nos intentions de parents ou de professionnels au contact d'enfants ? La théorie, nous l'avons, ce sont des outils pratiques, concrets que nous venons chercher ici. Bienvenue à bord du podcast Horizontal. Bonjour Tatiana. Bonjour Charlène. Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur Horizontal. Merci beaucoup, merci de m'avoir proposé d'être une invitée de ce podcast. Tu es le coup de cœur de Marie Cogé de l'épisode 1, donc je suis ravie de faire le lien. Elle a parlé de toi et d'ailleurs nos auditrices avaient hâte qu'on ait cet échange, donc je pense que tout le monde va être très content de voir arriver cette discussion. Super. Est-ce que Tatiana, tu pourrais te présenter à nous ? Comment je vais commencer? Alors, donc moi, je m'appelle Tatiana et je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Laura, qui va bientôt avoir 5 ans au moment où on enregistre cet épisode. Et en fait, moi, je travaille vraiment avec les femmes. Donc, j'accompagne les femmes à se connecter à leur flamme intérieure. Et j'ai vraiment eu toute une histoire où ma flamme s'est vraiment réveillée, réactivée quand je suis devenue maman. Et du coup, voilà, ça m'a donné aussi envie de créer des espaces pour que les femmes se reconnectent à cette flamme et la laissent finalement guider leur vie et se laisser guider par la voix de leur cœur et leur intuition. Waouh, mais du coup ça se traduit comment ? Tu consultes, tu fais des retraites ? Comment est-ce qu'on peut bénéficier de tes travaux ? Oui, c'est ça, je fais différentes choses. Donc je propose beaucoup de cercles de femmes, donc vraiment autour notamment de l'écriture, puisque moi ce que j'adore faire, c'est vraiment d'inviter les femmes à travers différentes pratiques corporelles, donc le tambour, la danse, la méditation, à vraiment plonger à l'intérieur d'elles-mêmes, justement, aller écouter cette petite voix et ensuite pouvoir l'exprimer par la parole et par l'écriture. Donc je fais des cercles, des retraites aussi, des soins individuels, des lectures d'âme, bientôt des thèmes astrales aussi, parce que je suis en formation d'astrologie. Wow. Et alors, à côté de ça, je crée aussi donc là, je suis en cours d'écriture d'un livre. Et donc voilà, j'aime aussi pouvoir apporter... je trouve que nos histoires personnelles ont vraiment une médecine, en fait, pour soi-même déjà. Moi, la création m'a énormément accompagnée dans toutes mes étapes de guérison. Et je trouve que ça a une médecine magnifique parce que ce qu'on a vécu au plus profond de notre chair, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on a vécu et c'est ça qui vient toucher aussi les cœurs d'autres personnes qui vivent des choses similaires. Donc, et j'ai aussi un podcast. Oui, comment il s'appelle que les personnes intéressées puissent te trouver ? Oui, il s'appelle « Mon cœur connaît le chemin ». Voilà, je crois que ça parle de soi-même. Yes, super. Et justement, quand tu parles de nos histoires, quelles sont tes fondations, Tatiana ? Dans quel environnement tu as grandi ? C'est intéressant ces questions-là, parce que je me pose aussi beaucoup, je reviens souvent à comment on a vécu notre enfance. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement où il y avait beaucoup d'amour. J'ai été très enveloppée de beaucoup d'amour, un environnement où il y avait pas mal d'abondance aussi à tous les niveaux. Donc l'amour, les finances, voilà, tout était assez... Et en même temps, j'ai toujours grandi avec cette sensation de me sentir un peu gênée peut-être, de me dire est-ce que je mérite tout ça, donc une sensation de me sentir un peu différente aussi des autres, une grande sensibilité dès mon plus jeune âge et beaucoup de protection. Enfin, j'ai été vraiment très très très
ma maman est voilà, une super bonne maman, mais qui s'est énormément occupée de moi, qui travaillait pas, qui a vraiment été très, 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 très présente. Et voilà, du coup, ça a créé un peu une difficulté, en fait, à sortir de ce cocon dans lequel j'ai été immergée quand j'étais petite. Et le monde, la vraie vie me semblait assez dangereux et un peu, voilà, j'avais du mal à trouver ma place dans le monde. D'accord. Alors, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir. La première, c'est quand tu dis j'avais le sentiment de pas mériter. Est-ce que tu as identifié ce qui pouvait te donner ce syndrome un peu de... Alors, je dis syndrome parce que je pense au syndrome de l'imposteur, tu sais. Mais ouais, tu sais pourquoi tu ressentais ça par rapport aux autres, peut-être qui avaient moins? Oui, peut-être qu'il y avait une sensation, oui, comment dire ça, oui. Oui, c'est vrai que c'est difficile hein, d'identifier d'où viennent exactement ces choses-là parce qu'on me l'a jamais vraiment fait sentir, mais je pense effectivement que le fait de sentir une différence, un décalage dans comment moi je vivais les choses dans mon enfance et comment les autres personnes le vivaient, il y avait oui, ce syndrome d'imposteur et puis je pense que ouais, j'ai aussi identifié que c'était probablement des blessures qui devaient venir voilà, d'autre part aussi. Oui, on Voilà. porte parfois des choses qui sont pas à nous. Voilà, tout à fait. C'était assez bien marqué dans mon thème astral aussi, cette signature de l'imposteur. Donc, je pense que voilà, il y a un petit bagage qui vient là D'accord. travailler. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que, donc là, tu avais une maman qui était plutôt disponible pour toi, en tout cas qui s'est rendue disponible pour toi, qui t'a beaucoup, beaucoup donné, protégé. Et du coup, ça a créé, alors je me permets de reformuler, tu me dis si je suis à côté de la plaque, mais ça a créé comme une insécurité de se dire, ah ouais, en fait, le monde est vachement plus violent que celui que... Bah, la réalité est peut-être plus violente que celle que je vis dans mon cocon. Et donc ça a été vertigineux. Donc enfin, moi, tu vois, dans ma tête de maman, je me dis, ah ouais, faut vraiment pas trop les surprotéger parce qu'après, le toboggan, il est hyper, comment dire, vertigineux, oui, c'est ça. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Oui, oui, et je pense qu'il y a un effet positif hein, d'être vraiment aimé, protégé, pris soin. Enfin, ça donne vraiment une base, moi, qui m'aide aujourd'hui à à être connectée à moi, connectée beaucoup à mon corps, à mes émotions. Et en même temps, effectivement, c'est assez vertigineux parce que quand le cocon est trop protecteur, ben, à un moment donné, on se retrouve dans la vraie vie et on a du mal à trouver sa place. Et oui, c'est complètement ça, oui. D'accord. Et du coup, comment t'es rentrée dans la parentalité? Est-ce que tu t'étais dit, t'étais déjà dans une démarche de moi je vais un petit peu moins protéger ou je vais faire rentrer la réalité un peu plus souvent dans ma famille, ou c'est pas du tout, t'étais pas là-dedans il y a 5 ans quand tu es devenue maman? Comment t'as processé d'adulte à parent? Ben, ça a été très intéressant parce qu'en fait, j'ai vraiment la sensation de pas m'être énormément posé ces questions. Pourtant, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, mais c'est comme si les choses sont venues très vite. Ma fille est arrivée très très vite. J'ai pas vraiment eu le temps de réaliser tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est un peu après coup, en fait, quand elle était là, que j'ai réalisé en fait que je portais encore énormément les bagages de comment j'avais été élevée j'avais vraiment la sensation de n'avoir, ben, oui, j'ai eu qu'une seule maman, donc c'était elle mon modèle, et d'avoir en même temps envie de reproduire certaines choses qui ont été très bénéfiques pour moi, surtout pas envie de reproduire d'autres, et en même temps, c'est comme si ça venait tout seul que je reproduisais ce qu'elle faisait parce que c'est la seule chose que je connais. Et donc, ça a été vraiment tout un chemin mais ça c'est arrivé sur le tas quand j'étais maman, de me dire, mais comment est-ce que je peux choisir d'être moi la maman que je suis, pas celle que je pense devoir être, et apprendre à me défaire des comportements ou des schémas qui n'étaient pas forcément justes pour moi, pour pouvoir me les réapproprier. Voilà. Oui, en fait, c'est ça qui est une des premières difficultés, je trouve, c'est quand on a un projet parental, c'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, moi j'aimerais bien garder ça, puis ça j'aimerais bien le laisser de côté, puis un jour on se retrouve en train de faire ce qu'on avait dit qu'on laisserait de côté. Et là on se dit, ah mince, mais en fait il suffit pas juste de décider de pas faire un truc, c'est que ça fait partie de moi, c'est mes réflexes. Et là on vient déformater ou contrôler un peu des choses qui nous échappent. Et est-ce que toi t'as vécu ce truc de oh mince, c'est vachement plus difficile que prévu là de pas faire ce qu'on veut pas faire? Ouais, oui, absolument, complètement. Et c'est rigolo parce que je rebondis sur le mot que tu as dit, projet parental. En fait, j'ai vraiment la sensation de ne pas avoir eu de projet parental, en fait, de ne pas de m'être lancée très rapidement dans la maternité, qui finalement, j'avais pas pris vraiment le temps de me poser ces questions. Donc, c'est arrivé comme ça.
Et effectivement, oui, ça a été un peu une claque dans la figure de me dire, ben non, comme tu dis, il suffit pas de décider. Et parce qu'il y a des choses qui sont involontaires, en fait, et des blessures, des choses qu'on porte à l'intérieur qui nous drive. Et particulièrement quand on est maman, je trouve qu'on est mis fréquemment dans des situations où on est un peu hors de notre zone de contrôle parce qu'en fait, on a les émotions qui reprennent le dessus, la colère, la fatigue, et qui font qu'en fait, c'est le naturel qui ressort. Et c'est le mode par défaut. Et si on a envie de changer ça, c'est vraiment un travail, en fait. Un travail, vraiment. C'est comme ça que je le vois. Ok. Et donc, du coup, comment tu définirais la maman que tu essayes d'être au quotidien? Qu'est-ce que tu choisis pour ta fille? Qu'est-ce qui te challenge? Raconte-nous un peu comment ça se traduit tout ça au quotidien. En fait, je pense que la maman que j'essaye d'être, le mot qui m'est venu là, le premier mot, c'est vraiment la qualité de présence. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'essaye de maintenir. Parce que voilà, moi je suis dans une situation où je suis séparée donc, du papa de ma fille, donc elle n'est pas tout le temps avec moi. Et c'est vrai que j'ai à cœur vraiment de pouvoir être présente quand je suis avec elle et être vraiment honnête et authentique aussi. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, c'est d'être vraiment telle que je suis. Je parle beaucoup avec ma fille, je parle beaucoup aussi des émotions que moi j'ai pu ou je peux traverser, tout en restant à hauteur d'enfant, en tout cas j'essaye. Mais vraiment de me dire, en fait, c'est moi qu'elle a choisi pour être sa maman. À chaque fois que je dis ça, j'ai des larmes qui me montent aux yeux parce que c'est moi qu'elle a choisi pour être sa maman. C'est la femme que je suis et c'est pas celle que je... Donc, je suis vraiment sur tout un chemin aussi par rapport à moi, d'être vraiment dans cette honnêteté de qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont quelles sont mes passions, quels sont mes choix. Et c'est vraiment, pour moi, important que ma fille puisse me connaître, moi, en fait. Pas la version... qui se cache ou qui essaye de faire plaisir ou d'être conforme aux attentes de la société, mais vraiment celle que je suis. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on dit qu'il faut être authentique, on n'est pas uniquement en train de parler de dire la vérité, par exemple. Ça fait pas partie de l'authenticité, évidemment, mais je crois qu'il y a aussi s'avouer à soi-même qui on est. Et déjà accepter soi-même d'être qui on est avec nos limites et nos potentiels. Et une fois qu'on a fait ce chemin d'acceptation personnelle, l'assumer auprès de nos enfants. Et donc, c'est-à-dire accepter d'avoir des failles, voilà, d'être défaillant. Et ça, c'est hyper rude, je trouve, face à nos enfants, d'accepter les défaillances. Et donc, dans ce que tu dis, c'est... Quand tu dis « je suis à hauteur d'enfant », c'est-à-dire que tu choisis pas les sujets que tu partages avec elle, tu choisis juste les mots que tu utilises pour évoquer tous les sujets, en fait. Voilà, oui, c'est ça, tout à fait. Parce que je pense qu'il y a des choses je pense qu'un enfant, en tout cas, moi, je le vois et ça me surprend parce que voilà, j'ai une seule fille, donc j'ai pas eu l'habitude d'être au contact de beaucoup d'enfants. Donc, pour moi, beaucoup de choses sont assez nouvelles aussi et je me rends compte qu'ils comprennent tellement plus de choses qu'on ne pense. Mais c'est vrai qu'utiliser des mots qui sont adaptés, c'est sûr que ça aide. Et oui, par rapport à ce que tu disais, c'est vraiment cette notion de s'assumer soi-même. Et c'est vraiment la clé. Et je me souviens de ces mots qu'on m'avait dit un jour, qui ont vraiment, enfin je les garde tout le temps en mémoire, mais les enfants sont des baromètres de notre cohérence. Et en fait, je vois, ça c'est vraiment des cas concrets, mais c'est amusant, comme parfois je disais non à des choses à ma fille, mais en fait moi, je suis complètement, à l'intérieur de moi, c'était un oui, j'étais OK, mais je disais non parce que j'avais peur d'être jugée par les autres, j'avais peur qu'on prenne pour une mauvaise maman. Et en fait, elle ne respectait pas ce que je disais parce qu'elle sentait qu'à l'intérieur, ce n'était pas un vrai non. Et quand c'est un vrai non, et c'est vraiment quelque chose qui est non pour mes valeurs, elle le respecte. Et j'ai vraiment senti qu'en fait, avec elle, je ne pouvais pas faire semblant, en fait. Elle le sent tout de suite, si je ne suis pas honnête ou si j'essaye de me conformer. Voilà, il y a quelque chose qu'elle sent et du coup, tout de suite, le comportement s'aligne. Oui, et j'aimerais rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai appris en me formant à la méthode de communication Gordon. Et tu vois, dans l'authenticité, je pense qu'il y a aussi une injonction dans notre société à faire front commun. Donc là, toi, t'es maman solo, mais celles et ceux qui nous écoutent sont parfois en couple, donc font famille à deux. Et finalement, parfois, on se dit, en fait, papa, il a dit non, mais moi, j'ai envie de dire oui. Et il faut pas se dédire devant l'enfant, il faut faire front commun, qui est déjà un vocabulaire, je trouve, un peu d'opposition, de conflit. Et moi, j'ai trouvé intéressant dans cette formation
d'apprendre qu'on a le droit, en fait, nos enfants nous lisent. Donc en fait, quand maman dit non parce que papa a dit non avant, ils se rendent bien compte si au fond maman elle pensait oui ou pas. Donc ça, c'était une première information que j'avais pas forcément identifiée. Et en fait, pourquoi on pourrait pas juste dire oui, effectivement, je suis pas forcément d'accord avec papa là-dessus, mais maintenant il a dit non et donc du coup ce sera non. Mais effectivement, peut-être qu'on pourrait en rediscuter tous ensemble. Je suis pas forcément d'accord avec lui, mais il faut bien trancher. Donc là, si c'est trop compliqué pour papa, on va pas faire ça maintenant. Bon, là je prends n'importe quel exemple que j'ai pas forcément illustré, mais je crois que c'est intéressant de prendre un peu de recul sur ce front commun et cette posture qu'il faut absolument tenir pour ne pas générer une incohérence qui nous reviendrait dans la figure plus tard et juste peut-être justifier nos oui et nos non, peut-être apporter l'explication qui va avec, parce que parfois on peut faire vivre à l'enfant une injustice alors que pour nous il y a une règle de sécurité ou d'hygiène qui s'applique. Donc nos non sont argumentés et doivent exister, hein. On n'est pas en train de dire qu'il faut jamais dire non, au contraire. Mais oui, derrière, moi j'entends qu'il faut arrêter, se connecter à soi-même, qui on est, si on a envie de dire oui, si on a envie de dire non, au-delà de ce que la société va attendre qu'on dise et qu'on réponde. Ça, c'est hyper important et je crois que si on veut vraiment aller au bout de ça, ça nous enlève un sac à dos du dos, quoi. Enfin, de s'autoriser, en fait, de faire différemment. Oui. Voilà, ça me faisait penser à ça. Et j'avais pas forcément eu l'occasion de parler de ce front commun. Et donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, Tatiana, dans ta posture et ta volonté d'authenticité auprès de ton enfant, là tout à l'heure tu parlais de colère. Comment est-ce que tu gères ces moments où vous coopérez pas, parce que j'imagine que vous vivez des non-synchronisations de vos besoins. Comment est-ce que ça se traduit au quotidien, ces difficultés ? C'est intéressant comme question parce que la colère, justement, c'est une émotion que je connaissais pas beaucoup. En tout cas, j'étais pas très familière de cette émotion avant de devenir maman. Et alors, quand je suis devenue maman, elle s'est réveillée, mais puissance 1000. Et c'est vrai que les premières phase, en tout cas, où cette grosse colère s'est réveillée, je ne savais pas du tout la gérer, je ne savais pas quoi faire avec. Et du coup, ça a donné lieu vraiment à des cris. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt une colère je ne vais pas la diriger contre l'enfant, je vais la diriger contre moi-même. Donc ça a vraiment, j'ai été assez loin, en tout cas dans un peu l'autodestruction comme ça de moi-même avec cette colère. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis fait accompagner par Marie Cogé, justement. Et en fait, on a identifié ensemble que quand ça montait vraiment trop, je tombais dans une sorte de trou, en fait, où j'avais l'impression de ne plus être capable de sortir de ça, de ne plus voir clair, de ne plus... Et en fait, maintenant, ce que je travaille vraiment, c'est toujours rester consciente de ce qui est en train de se passer, prendre soin. Voilà, par exemple, avec ma fille, maintenant, on a ce code-là, elle sait que quand maman est en colère, maman est rouge. Et donc, parfois, je sens que pour des raisons qui n'ont même rien à voir avec elle, je suis dans une journée où je suis particulièrement fatiguée, je suis stressée, je lui dis attention là, maman il y a plus de risques que maman devienne rouge, donc maman a besoin de prendre un moment là, et elle me dit par exemple, viens maman, tu vas méditer maintenant, ou elle sait que c'est important pour moi de me charger d'abord, et ensuite, ça arrive malgré tout, qu'on soit pris dans des colères, et ce que j'essaye de faire au plus possible, c'est de rester droite et ancrée, en fait, et de la laisser vivre sa colère à elle, et c'est ça, de ne pas commencer à trop intervenir ou trop essayer d'expliquer des choses, parce que sinon, il y avait une espèce d'escalade, comme ça, où elle est en colère, moi je m'énerve, moi je suis en colère, et ensuite, ça déborde complètement. Et maintenant, c'est essayer, en tout cas, de ne pas m'énerver, moi, de garder cette posture stable et ancrée, et de la laisser vivre ce qu'elle a à vivre. Et si je sens que ça monte, je vais lui verbaliser. Je vais lui dire, attention, là, maman, je sens que la colère commence à monter, on va prendre ensemble une grande respiration, et même si elle n'écoute pas ce que je dis, moi, je prends une grande respiration. Et je sens que ça m'évite de tomber dans ce trou, comme je dis, où là, une fois que je suis dedans, je ne maîtrise plus rien, en fait, de mes émotions moi-même. Et là, après, je peux dire ou faire des choses que je pourrais regretter. Et donc, voilà, mais j'y suis arrivée plusieurs fois, et donc maintenant, il y a vraiment cet état de... Ouais, voilà, prendre soin de ce chemin vers l'escalade, quoi. Et donc, ça veut dire que parfois, vous êtes toutes les deux
en colère au même moment. Seules, dans une maison ou un appartement, donc juste l'une face à l'autre, chacune de son côté en train de gérer sa colère. C'est intense. C'est intense, c'est très intense quand ça arrive, parce que c'est sûr que si c'est elle qui vit une grosse colère, mais moi je suis très calme, ça va. Si c'est l'inverse, enfin bon, c'est peut-être plus rare, mais en tout cas ça peut aller. Mais c'est vrai que quand on est toutes les deux là dans la colère, c'est très difficile quand on est juste toutes les deux. Et je pense je pense que vraiment respirer et être juste pouvoir verbaliser, dire là on est très en colère toutes les deux, qu'est-ce qui se passe? Et puis ça finit toujours par un gros câlin après. Ça apaise en fait. Ça apaise. Et qu'est-ce qui met ta fille dans une grosse colère aujourd'hui à 5 ans? Qu'est-ce qui la challenge? Ce qui la challenge, ça c'est vraiment, on est en plein dedans là maintenant, c'est le fait qu'elle a l'impression de ne pas pouvoir décider. En fait, elle veut décider elle-même des choses. Et il y a des choses pour lesquelles je la laisse décider. Et d'ailleurs, je m'amuse à lui faire remarquer, dire regarde, c'est qui a choisi ça aujourd'hui, c'est qui a choisi ça. Je lui montre tous les aspects où elle décide. Mais il y a d'autres choses où c'est important qu'il y ait aussi, que je sois dans ma posture de parent et qu'il y ait des choses, elle n'a pas forcément le pouvoir de décision. Et ça, c'est difficile. Vraiment colère, ouais. C'est difficile pour moi de justifier, parce qu'elle me demande 3 fois, mais pourquoi maman, mais pourquoi? Et je lui dis, mais je t'ai déjà expliqué, là, je ne peux pas aller plus loin dans mon explication. Donc ça, c'est parfois challengeant, oui. Oui, effectivement. En fait, je comprends que le travail, tu l'orientes vraiment sur toi. Et c'est ça qui t'aide dans ta posture en fait parentale bienveillante. T'as pas forcément utilisé ces mots, mais je comprends qu'il y a beaucoup de bienveillance dans l'authenticité. Ok. Alors je sais pas si tu as envie d'aller sur ce terrain-là, mais moi j'ai envie de te poser la question. Tu m'arrêtes si c'est pas approprié, mais toi tu évoquais le fait que tu es séparée du père de ton enfant. Est-ce que vous êtes alignés ou est-ce que vous êtes chacun vraiment indépendant et finalement tu ne sais pas ce qui se passe du côté de quand elle est chez son papa? Comment ça se passe ça? Parce que je me dis que ça doit être un sacré défi d'accepter, s'il y a une différence entre vos postures, d'accepter qu'elle n'ait pas la même bienveillance et authenticité de l'autre côté en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une bonne question. Effectivement, c'est un vrai challenge parce que je pense que quand on est déjà à 2 ensemble dans un couple, il y a déjà des challenges, je pense, dans des visions qui peuvent être différentes. Et en même temps, il y a quelque chose de commun qui lie le couple, qui donne envie d'avancer. Et c'est vrai que quand on est séparés, chacun a sa propre façon d'être et on n'a plus forcément on maîtrise pas en fait. Donc on doit lâcher prise sur certaines choses, vraiment. Pour répondre à ça, je dirais que c'est en cours d'alignement quand même. Je pense qu'il y a quand même un travail, on a beaucoup de différents et en même temps, quand on se retrouve sur le sujet de notre fille, on sent qu'il y a quand même une envie d'avancer vers son bien-être, qu'elle se sente le mieux possible et donc on communique aussi pas mal. Alors bien sûr, il y a des choses qui vont être différentes, des détails aussi, des choses sur lesquelles maman dit oui, papa dit non et inversement. Mais globalement, sur la vision, la bienveillance aussi, etc., on est quand même plus ou moins alignés là-dessus. Donc ça, c'est quand même... Voilà, je dirais que c'est un lien, ce couple parental séparé, en fait, parce qu'on reste dans cette posture de couple parental. C'est vraiment difficile quand on n'est plus un couple de continuer à jouer ce rôle-là, surtout pour un enfant en bas âge. Et je pense que ça nous... quand on s'énerve ou quand ça va plus ou quand c'est complètement désaligné, on revient toujours sur notre fille et son bien-être à elle. Et là, il y a quelque chose qui fait que ça se rapproche. Mais en même temps, c'est un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise parce qu'il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, de certaines choses, comment ça se passe chez son papa. Lui, je pense que c'est la même chose de mon côté. Et en même temps, voilà, tant que ça reste des choses qui ne sont pas majeures, mais voilà, c'est une invitation à lâcher aussi et à faire confiance. Enfin, moi, je crois en ça, mais que les enfants ont un peu choisi leurs parents, sont arrivés ici en ayant choisi leurs parents. Et du coup, c'est l'expérience qu'ils ont à vivre ici, quoi. Oui, puis quelque part, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais en introduction, vous offrez à votre enfant 2 façons de voir les choses, 2 réalités, 2 mondes, et quelque part, elle est déjà sortie de ce cocon qui aurait pu la déstabiliser, arriver à l'âge adulte. Et en plus, elle a 5 ans, donc j'imagine que vous pouvez verbaliser des choses, ce qui, de 0 à 2, 3 ans, est un peu moins évident. Là, aujourd'hui, vous pouvez expliquer, répondre aux interrogations ou aux inquiétudes qui pourraient être générées par des différences. Donc c'est chouette. Effectivement,
la clé dans ce que j'entends, c'est de remettre le bien-être de l'enfant au cœur des discussions et on est obligé de trouver un compromis quand on parle là-dessus. Tout à fait. Ok. Dans cette posture parentale authentique, donc partager, j'entends que quand tu te mets en colère, tu exprimes clairement à ta fille, là je suis en colère, je vais devoir me calmer. Bon, déjà ça lui montre un peu le chemin, vu que si elle est aussi dans la colère parfois, elle peut aussi s'appuyer sur ta façon de faire pour se réguler. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui drivent ta posture? Là, on a évoqué la colère, mais il y a d'autres choses qui te challengent ou qui, toi, sont hyper importantes pour respecter en fait ton enfant? Peut-être ce qui me vient là par rapport aux choses qui me challenge, ça je me rends compte que c'est quelque chose qui m'active beaucoup, c'est quand il y a des comportements que moi j'ai pu avoir quand j'étais petite ou que ma sœur a pu avoir aussi, qui sont peut-être liés aussi à notre éducation, un certain manque d'autonomie. Je trouve une tendance à ne pas vouloir faire les choses et à toujours vouloir que les autres passent pour nous et un peu une déresponsabilisation. Et en fait, ça, je sens que c'est quelque chose qui est très personnel à moi et que quand je le vois faire chez ma fille, ça m'active énormément, ça me challenge, ça m'énerve et je sens vraiment à l'intérieur de moi cette sensation d'avoir envie de dire, mais enfin, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus responsable? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas... Et j'entends vraiment ces voix à l'intérieur qui sont en fait des voix jugeantes et des voix qui laissent la porte ouverte, qu'il y a quelque chose qui a un problème chez elle, qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Et ça, vraiment, c'est avec beaucoup de vulnérabilité que je le dis parce que je sens que c'est là. Et en même temps, j'essaie vraiment d'accueillir ça, d'avoir de la compassion et en même temps de me dire c'est pas du tout l'image que j'ai envie de donner. J'ai pas envie qu'elle puisse croire qu'il y a quelque chose qui tourne par rond chez elle ou qu'elle est différente des autres enfants. Et donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de... Oui, je pense que c'est vraiment peut-être le plus gros challenge que je vis aujourd'hui et c'est vraiment apprendre à accueillir tout ce qu'elle est et à composer aussi avec ça. Et je me souviens de cette phrase que j'ai lue un jour sur Instagram, une femme qui dit on ne choisit pas nos enfants, enfin on ne choisit pas leur personnalité. Et en fait, il y a forcément des parts chez eux avec lesquelles on a facile. Voilà, ma fille, par exemple, elle verbalise énormément, elle parle beaucoup, elle sait très bien communiquer ses émotions, dire ce qu'elle ressent, ça c'est hyper fluide avec moi. Par contre, ce côté-là de ne pas avoir envie de se mettre en action, et ça peut vite activer chez moi, je vois tous les autres enfants qui marchent, et elle ne marche pas, elle veut aller dans les bras. Et alors, ça va vraiment m'activer, comme si c'est moi qui avais un problème aussi, que je n'étais pas une bonne maman. Et donc ça, c'est encore vraiment... à 5 ans, parce que le mien, il est comme ça aussi. Je me dis, purée, à 5 ans, j'espère qu'il marchera. Oui, elle marche déjà mieux quand même, hein, que quand elle est... Il y a quand même du progrès, mais disons que c'est pas... Voilà, il y a toujours une résistance, en tout cas chez elle, dans la mise en action. Et c'est vrai que j'apprends à me dire, mais comment est-ce que je peux accueillir, en fait, qui elle est? Et souvent, quand j'accueille le fait qu'en fait, elle n'aime pas vraiment marcher et que j'essaye pas de lutter contre, eh bien, en fait, on trouve des solutions ensemble. Elle comprend que, voilà, maman peut pas tout le temps tirer la trottinette, ou voilà. Et donc, on trouve quelque chose de commun qui peut nous aller ensemble, mais ça part de cette base d'accueillir et d'accepter tout ce qu'elle est. Et c'est en miroir avec moi. Parce que quand il y a des parts d'elle que j'accueille pas et que j'accepte pas, en fait, c'est le reflet des parts en moi que j'accueille pas et que j'accepte pas. Et du coup, ce que je vois d'elle, c'est ce que je juge de moi-même, en fait. Et donc, on en revient au fait que tout est vraiment sur ce travail sur soi. Plus on va avancer sur soi-même, plus des choses se libèrent, en fait, dans la relation avec l'enfant. Oui, en fait, j'entends plusieurs choses dans ce que tu dis. Déjà, il y a nos peurs. Toi, quand tu es devenu adulte, tu as peut-être manqué d'autonomie sur certaines choses. Tu t'es senti un peu imputé de ce manque d'autonomie parce qu'on faisait beaucoup à ta place. Et là, donc, tu as cette peur qui remonte parce que tu voudrais qu'elle soit la plus indépendante, libre et autonome possible. Donc, c'est ta peur qui parle et souvent, ce sont nos peurs qui nous parlent. Il y a aussi... il faut absolument qu'on arrive à dissocier nos histoires de la leur. C'est ce que tu fais quand tu dis « faut que j'accepte qui elle n'est pas moi ». Donc en fait, elle fera... Déjà, elle n'a pas les mêmes parents, elle n'a pas le même environnement. Vous faites déjà différemment de ce que tu as reçu. Mais du coup, de par nature, ils sont différents de nous. Mais on a peur qu'ils aient nos failles, en fait. Donc il faut qu'on réussisse
à dissocier notre histoire de la leur. Et puis j'aime bien quand tu dis on trouve ensemble une solution. C'est vraiment ça la coopération. C'est bon, toi tu veux pas marcher et moi je veux pas te porter. Comment on fait ? Il y a personne qui va gagner, il y a personne qui va perdre non plus. Donc en fait, comment on fait ? et je pense on leur laisse pas assez la parole là-dessus. Pourquoi c'est pas eux aussi qui auraient les meilleures solutions pour le groupe en fait ? Donc je trouve ça intéressant de se dire mon besoin, il est pas plus ni moins important que le tien. Donc toi tu veux pas marcher, moi je veux pas te porter. Comment on fait ? Et du coup comment vous faites ? T'as une solution là qui te vient un jour où vous avez trouvé un truc qui vous convenait à toutes les deux ? J'essaie de penser à quelque chose, mais il y en a eu plusieurs. Oui, il y en a eu plusieurs. Mais je pense que c'était justement par rapport au fait de marcher. Je me souviens de ça, elle revenait de l'école, il y avait un trajet, et c'était vraiment ça. C'était en fait, toi tu ne veux pas marcher, moi je ne veux pas te porter. Et c'est exactement ce que tu dis. Il n'y a pas un besoin qui est plus important. Et j'essaie de lui dire, on est une équipe, on travaille en équipe, donc comment on va trouver une solution ? Et finalement, je pense qu'on a... je sais plus, je crois que j'ai porté un tout petit bout, puis après elle a marché sur les rebords, on a joué, on a sauté sur les petites dalles, on a marché que sur les carrés blancs et pas les noirs, et donc c'est devenu une forme de jeu, et en fait ça passait beaucoup mieux. Pour débarrasser par exemple, ça c'est un truc maintenant, je me dis, c'est vrai qu'elle a tendance à me laisser faire beaucoup de choses, et donc j'ai dit écoute, on est une équipe, on va débarrasser toutes les deux, donc on va faire chacune ensemble. Et elle m'a dit non maman. Alors je dis ah bon, ça va pas pour toi ? Elle me dit non, je propose une autre solution. Alors je dis ok, j'écoute. Et elle me dit on va faire un jour c'est toi qui débarrasses, un jour c'est moi. Et je dis ok, d'accord, j'accepte. Et en fait maintenant c'est elle qui a décidé ça, et donc en fait elle le fait. Et donc effectivement un jour sur deux c'est moi qui amène à la cuisine et l'autre jour c'est elle. Et de nouveau elle le fait sous forme de jeu. Et en fait j'étais vraiment surprise de me dire mais waouh, en fait elle amène vraiment tout ce qu'il y a à table, elle le ramène. Mais parce qu'elle a cette sensation d'avoir été écoutée aussi, donc quel était son besoin à elle, tout en respectant ma demande qui était qu'elle l'aide aussi pour débarrasser. Et donc ça, je trouve que c'est un bel exemple. Oui, et ça répond peut-être à un élément de sa personnalité. C'est soit je débarrasse tout, soit je débarrasse rien. Et je trouve que la phrase « je propose une autre solution » est magnifique parce que ça veut dire qu'elle est inclue dans... Enfin, elle est dans la coopération et elle sait exprimer aussi ses besoins. Donc bravo, c'est génial. À 5 ans de dire je propose une autre solution, je crois qu'on est plein d'adultes à pas y penser à ça, de dire je propose une autre solution. C'est super, bravo. Ouais, bravo. Et effectivement, on veut absolument les mouler comme ça nous arrange qu'ils soient. On veut absolument qu'ils correspondent à ce qui nous arrange qu'ils soient, encore une fois. Et finalement, c'est sur nous qu'il faut travailler. C'est nous qui devons nous adapter tout en faisant vivre nos besoins. Mais je veux dire, voilà, ils nous renvoient des choses en nous qu'on refoule certainement depuis un petit moment. Et c'est en ça que c'est magnifique, je trouve, d'avoir des enfants, ce qui nous ouvre des portes. Mais oui, le boulot, il est sur nous, il n'est pas sur eux. Donc parfois, on leur met beaucoup d'attention et de demandes de modification, d'ajustement que finalement, on devrait s'adresser à nous-mêmes. Absolument, oui. Ouais, super intéressant, Tatiana. Merci pour ton partage. C'était assez concret, tu vois, et je retiens vraiment la notion de solution commune et leur laisser trouver des solutions. Finalement, ils adhèrent beaucoup plus à leur solution qu'aux nôtres, donc laissons-leur le micro, en fait, le plus possible. Absolument. Ouais, c'est quelque chose qui me vient aussi par rapport à ça. Vraiment, c'est ça, c'est la notion de co-création. Et c'est vrai qu'on m'avait dit aussi un jour en fait, c'est parce qu'on tombe vite dedans, surtout quand on est énervé, quand on est un peu nous-mêmes challengés dans cette posture de qui va gagner. En fait, je veux montrer que j'ai le pouvoir. Alors qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de ça. Et quand ça part là-dedans, souvent, ça part en tension et ça ne va pas. Et c'est vrai que je pense que c'est intéressant pour l'enfant qu'il comprenne qu'en fait, il n'y a pas un qui a le pouvoir, qu'on reste quand même, et ça parce que ça, c'est vrai que je l'avais un peu oublié au départ, qu'on reste quand même des parents. Et donc, il y a des choses qui relèvent de la sécurité de l'enfant ou des choses parfois on sait mieux, en tout cas, que eux sur certains aspects. Mais en même temps, le quotidien, c'est vraiment une co-création, une coopération, et c'est trouver ce jeu en fait entre garder sa posture de parent et pas se laisser complètement perdre dedans non plus.
et en même temps favoriser les solutions communes et le travail d'équipe, quoi. C'est incroyable le nombre de soft skills qu'on doit développer en tant que parent, d'ajustement, d'intelligence situationnelle, de synchronisation, de régulation de nos émotions. Mais on est vraiment des héros quand on arrive à faire ça. Ou la majorité du temps, parce qu'on a le droit de flancher. Mais oui, ça relève de tout un tas de compétences qui sont si peu valorisées dans le monde du travail. Je me dis, mais on est vraiment voilà. C'est des super pouvoirs. Absolument. Mais merci Tatiana. Pour conclure notre échange, je voulais t'inviter à partager avec nous un coup de cœur ou une mise en avant de quelqu'un à qui on pourrait donner le micro. Ça peut être un proche ou un professionnel que tu connais ou que tu connais pas forcément personnellement. Qu'est-ce qui serait intéressant de demander conseil? Mais en fait, oui, j'ai 2 personnes là qui me viennent en tête là maintenant. Ça, je peux dire 2 personnes? Oui, tu peux. La première qui m'est venue en tête, c'est vraiment une femme qui s'appelle Fanny Paulet. Et justement, c'est cette histoire de baromètre de la cohérence, du travail d'équipe et tout ça. C'est beaucoup avec elle aussi que j'ai appris ça. Et c'est une femme, une Belge aussi, je pense, oui, qui accompagne pas mal les femmes et aussi les parents. Et c'est vrai que avec elle et Marie, ça a été vraiment 2 femmes qui m'ont énormément ouvert l'esprit sur une autre vision de la parentalité, en fait, sur une autre façon de voir les choses, sur cette posture. En fait, c'est pas le parent qui est au-dessus de l'enfant, mais il y a vraiment cette notion d'avancer ensemble. Donc, c'est vraiment elle qui me vient en tête. Je trouve qu'elle partage des outils et elle est très authentique aussi sur comment elle vit, elle, avec ses enfants, parce qu'elle est vraiment loin de se dire « je suis pas du tout une maman parfaite » et les choses qu'elle propose et de mettre en application, parfois elle-même n'y arrive pas. Et donc, il y a cette posture à la fois très humble, voilà. Donc, Fanny. Et alors, voilà, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, mais je pense à mon compagnon, parce qu'en fait, mon compagnon, il a pas d'enfant lui-même, mais il a vraiment ce rôle de beau-père qui prend de plus en plus. Et c'est vrai qu'il a parfois du mal à trouver des espaces ou des ressources, en tout cas, pour pouvoir discuter de qu'est-ce que c'est ce rôle de beau-père, comment on prend en fait un rôle sans être le papa, mais tout en ayant un rôle. Il a contribué à beaucoup de choses aussi pour solidifier aussi ma posture de maman, ma relation avec ma fille, venir être cet élément aussi qui vient rééquilibrer la dynamique, parce que parfois à nous deux, c'était parfois compliqué. Et donc voilà, je me dis que tiens, entendre le point de vue d'un beau-père et comment il vit ça au quotidien, je trouverais ça intéressant. Voilà. Ce serait génial, et j'ai beaucoup de belles mamans qui m'ont écrit en me disant que le podcast les aidait aussi à regarder les choses différemment, parce que il y a un décalage émotionnel qui permet de prendre un peu de recul, et à la fois ça demande quand même des compromis qu'on n'a pas, enfin qu'il faut faire pour des enfants qui sont pas les nôtres. Enfin, c'est hyper complexe, et c'est joli quand tu dis il a permis d'équilibrer, parce que c'est pas que des perturbateurs de famille, ça peut être aussi des liens. Et je crois qu'on ne le dit pas assez, ça. Donc, je serais ravie d'échanger avec un beau papa pour qu'il nous donne son point de vue et qui donne aussi la parole à ce statut familial qu'on entend vraiment peu. Très intéressant. Avec joie. Super. Eh bien, merci beaucoup, Tatiana. C'était très intéressant et je suis ravie de t'avoir rencontrée. J'espère que si les personnes ne te connaissaient pas, ils pourront dorénavant suivre tes travaux. Et merci pour tout ce que tu fais pour les femmes. Merci à toi aussi. C'était vraiment une joie, un honneur d'être invitée sur ce podcast. Et c'est beau, vraiment beau ce que tu proposes là, de permettre de raconter des histoires de parentalité. C'est tellement précieux. Donc merci aussi pour ce que tu fais. C'est gentil. À bientôt. À bientôt. Merci. Vous venez d'écouter Horizontal, le nouveau podcast qui déverticalise les relations adultes-enfants. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur la plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet. Si vous souhaitez venir partager votre expérience, contactez-moi sur la page Instagram. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vous souhaite beaucoup de douceur avec vos enfants.